comment réguler l'empreinte carbone du numérique? Faut-il choisir la transparence ou l'application de nouveaux outils comme l'intelligence artificielle? On va poser la question à nos invités en plateau pour ce Tech Talk. En plateau avec moi, donc Pierre Bessac, ingénieur en informatique. Bonjour, vous êtes ingénieur en informatique et en électronique. Vous êtes aussi le fondateur d'Eriomem.net et le cofondateur de Gandhi.net. Vous êtes spécialisé dans les logiciels et protocoles Internet, entre autres. Bienvenue sur le plateau. Avec nous également en visio, Sylvain Duranton, directeur monde du groupe de conseil en stratégie BCG Gamma. Bienvenue. Alors vous êtes aussi, BCG Gamma, c'est l'entité dédiée à l'intelligence artificielle et à la data science chez BCG. Merci d'être avec nous. Alors, pour commencer, on va faire un petit point sur la consommation mondiale de l'offre du streaming qui a explosé entre 2018 et 2019. C'est une explosion de 72,4%. Alors pour réduire cette pollution numérique qui accompagne cette consommation, plusieurs députés ont proposé une solution. Alors je vous pose la question de la transparence. Est-ce qu'il faut obliger les plateformes à indiquer l'empreinte carbone d'une vidéo sur Internet pour réduire la pollution numérique? Je commence par vous, Pierre Bessac. Écoutez, d'abord, merci de me recevoir. Je pense que le problème est mal posé, en fait. Donc, il y a quand même un consensus pour dire qu'il y a une empreinte du numérique. Elle est moins élevée que ce qu'on peut penser. Et il y a une direction qui a été prise depuis quelques mois d'imputer la consommation de CO2 en utilisant la clé du volume de données. Or, quand on a un petit peu l'habitude du numérique et des équipements associés, on sait que l'émission de CO2 n'est pas proportionnelle au volume de données transmis. C'est un peu le principe d'Internet, c'est-à-dire qu'il y a des coûts fixes, ça fonctionne, c'est aussi vrai pour de l'infrastructure fixe que pour de l'infrastructure mobile. On parle essentiellement de coûts fixes, les structures de coûts sont telles que le volume de données a très peu d'influence en fait sur l'émission de CO2. Donc cette explosion de 72%, elle ne doit pas être corrélée à la même explosion de l'empreinte carbone. C'est ça, parce qu'en fait on dit que la vidéo en ligne, donc la vidéo à la demande, donc quand on exclut la visioconférence, représente environ 60% du volume de données d'Internet à l'heure actuelle, mais ça ne veut pas dire que ça représente 60% du CO2 émis par les industriels du numérique. Sylvain Duranton, votre réaction sur cette première proposition qu'ont fait les députés pour garantir la transparence de l'empreinte carbone du numérique? Alors ma première réaction, c'est qu'il faut se garder du haro sur les données. Notamment, vous voyez votre chiffre là qui parle de centaines de millions de tonnes de CO2. Alors, c'est toujours des chiffres qui font très peur. Mais en fait, il faut remettre les choses à leur place. Aujourd'hui, alors il y a des débats pour savoir si une heure de visionnage de Netflix, c'est 100, 200, 300, 500 grammes de CO2. Mais en tout cas, c'est moins que quelques minutes d'utilisation d'une voiture. Donc, évidemment, oui, il faut s'intéresser aux émissions qui sont associées au numérique. Moi, je suis un professionnel de l'intelligence artificielle et l'entraînement des algorithmes, c'est aussi un sujet important en termes d'émissions. Mais remettons les choses à leur place. On est bien loin des niveaux d'émissions qui peuvent être générés par le transport, l'habitation, etc. Donc, on est sur des choses qui croissent très vite. C'est ce que vous avez dit. Donc, il faut s'en occuper. Mais évitons de jeter l'opprobre sur les données qui ont des utilisations qui sont extrêmement importantes. Il y a un homme politique qui avait fait parler de lui en expliquant que la 5G, les données, ça servait qu'à regarder du pornographique dans les ascenseurs. Ce n'est pas le cas. Les données, elles sont au cœur de notre économie. Alors, réguler, c'est bien. Éduquer les utilisateurs, c'est très important, mais il ne faudrait surtout pas que la France devienne une espèce d'île Galapagos du numérique où les choses ne peuvent plus évoluer. Et la première chose à faire, me semble-t-il, c'est vraiment d'être capable de mesurer ce que sont ces émissions. Parce que tant qu'il y a contestation sur la mesure, les modes de calcul, est-ce que c'est variable, est-ce que c'est fixe, comme ça a été dit, je pense qu'on peut très difficilement avancer. Et donc la mesure est extrêmement importante. Est-ce qu'on est capable de dire quelle est, et vous pourrez me répondre ou vous-même en plateau, la part de pollution, au sein même de la pollution numérique globalement, la part de pollution des flux vidéo? Est-ce qu'on arrive à faire le distinguo?
Alors, on commence à arriver à le faire, c'est-à-dire que les informations, vu les polémiques, commencent à circuler, notamment Netflix récemment Oui, a commencé le streaming, à c'est des le chiffres. sujet, c'est Voilà. ce dont on parle aujourd'hui. Donc, ce qui se passe, c'est que les évaluations de CO2 sont faites par ce qu'on appelle des analyses de cycle de vie, c'est-à-dire que qui donnent lieu à des rapports sociaux d'entreprise sur l'empreinte et qui concernent aussi les consommations d'eau, de carburant, etc. Et donc, en fait, ces analyses considèrent l'entreprise dans son ensemble, c'est-à-dire on considère le chauffage des bureaux, les camionnettes de livraison ou d'installateurs. Et donc on commence à avoir une bonne idée de l'empreinte totale des entreprises. Et ça s'affine petit à petit, tout n'est pas encore parfait. Et l'idée, c'est de ne pas imputer cela par rapport à des clés d'imputation type syndic d'immeuble, disons entre guillemets, qui seraient incorrectes. Donc l'empreinte d'une entreprise, c'est pas uniquement... l'activité d'une entreprise ne peut pas se résumer au volume de données qu'elle émet. Bien sûr. Donc on pense qu'il faut des indicateurs plus pertinents, plus actionnables, disons, pour... On peut imaginer un compteur, vous avez parlé de l'eau tout à l'heure. Oui. Est-ce que l'idée là, c'est de créer une forme de compteur virtuel, comme on va mesurer la dépense d'eau et de gaz et d'électricité? Alors c'est tout à fait l'idée, mais ça repose sur une idée relativement fausse de la question. Netflix a expliqué que son infrastructure de diffusion vidéo représentait seulement 5% de l'empreinte totale de l'entreprise. Donc, ils ont également évalué environ 100 grammes par heure de vidéo, ce qui semble beaucoup. Donc, ils ont en gros imputé la totalité, pas juste les 5%, mais les 100% de l'empreinte de l'entreprise au prorata de la consommation vidéo. Mais on voit que si tout le monde s'arrête de regarder du Netflix, en fait, ou de la vidéo, ça veut dire qu'au mieux, on peut démonter l'infrastructure, donc on peut économiser 5% de l'empreinte de Netflix. Ça semble réaliste, ce chiffre? Ça semble réaliste, oui, tout à fait. Parce que il y a la variation de CO2 due au visionnage d'une vidéo est très faible par rapport à l'infrastructure. Donc on a des routeurs, donc les équipements qui servent à transmettre les données. On a des box chez nous, des box Internet, qui ne sont pas forcément incluses dans l'empreinte calculée par Netflix, bien entendu. Mais tout ça, c'est allumé tout le temps pour que le réseau soit disponible, et qu'on s'en serve à 100% ou à 0%, l'empreinte va être sensiblement la même. L'idée, ça serait de dire... D'accord, mesurons l'empreinte du numérique et essayons de déterminer correctement les structures de coûts, mais le volume est une métrique trop simpliste pour cela. Il faut encore qu'on évolue sur ce sujet-là. Voilà. Alors, en addition à la transparence, il y a des outils comme l'intelligence artificielle. Je reviens à vous, Sylvain Duranton, parce que vous avez, avec BCG Gamma, lancé un outil au service de l'empreinte carbone. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? Tout à fait. Alors en fait, le débat qu'on a actuellement en ce moment là en France, suite à l'initiative parlementaire sur les vidéos, il se pose aussi au niveau mondial sur l'entraînement des algorithmes qui sont eux aussi en croissance exponentielle et qui en fait ont leur propre empreinte carbone. Et là, c'est l'empreinte carbone liée au fait que lorsque les algorithmes tournent, on consomme énormément de puissance machine chez les hébergeurs de données et en fait dans les fournisseurs de services de cloud. Donc, ce qu'on a fait, c'est que toujours dans cette logique de se dire il est important qu'on puisse mesurer de façon objective, on a travaillé avec Mila, l'Institut de Joshua Bengio, pour construire Code Carbone, qui est un petit software en Python qui est utilisé par les data scientists qui peuvent voir quand ils entraînent des algorithmes ce qu'est leur consommation. Alors, les émissions reliées à l'entraînement d'un algorithme. Alors, connaître les émissions, c'est une chose, mais l'objectif derrière, c'est d'être capable de les limiter. Et en fait, si on programme de façon propre et qu'on utilise les données utiles et pas toutes les données qu'on a sous la main, et si on choisit bien la localisation de ces hébergeurs, et notamment si on est dans des pays comme la Norvège, la France, la Suède, où on a une forte partie de l'énergie électrique qui est décarbonée, mais en fait, on arrive à réduire très fortement les émissions associées à l'entraînement des algorithmes. Et pour moi, c'est très important et c'est assez révélateur de ce que devrait être l'état d'esprit général. L'état d'esprit de ce type d'outil, c'est surtout pas de dire faisons moins d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle est extrêmement importante, mais c'est se dire par l'innovation,
on est capable de faire mieux, autant qu'avant, mais en émettant moins. Et je pense que c'est très important de ne pas diaboliser la technologie là, dans le dialogue, enfin, dans le débat actuel qu'on a aujourd'hui, où en France, on peut avoir une tendance à vouloir vilipender le progrès. On a eu le débat sur la 5G, on a le débat maintenant sur les vidéos, on a eu aussi le débat sur les émissions liées aux algorithmes. Et ces outils doivent permettre de créer la transparence. Et la transparence est importante parce que tous les acteurs de la tech, que ce soit Microsoft, Google, Facebook, disent tous qu'ils réduisent fortement leurs émissions. Mais c'est en général fait sur des mesures qui ont été faites en interne, des études qui ont été commanditées par des tiers, mais en fait qui sont faites sur mesure pour ces acteurs. Et moi, je suis persuadé qu'on a besoin d'avoir des standards pour mesurer ce que sont réellement ces émissions et ensuite d'être capable de voir si, oui ou non, les entreprises arrivent à baisser leur empreinte carbone. Mais je crois plus en fait, à ce que la pression s'exercera sur les entreprises par la réglementation que sur l'utilisateur final. Alors, mais ça, c'est tout le sujet. En fait, on parle de responsabiliser l'utilisateur, un petit peu sur le modèle des avions avec la Finlande, qui a créé cette espèce de honte de prendre l'avion parce que c'était trop polluant. Aujourd'hui, il y a peut-être l'idée de créer aussi une gêne, de regarder des vidéos en HD. C'est tout le sujet, en fait, c'est tout le débat. Mais est-ce que responsabiliser l'utilisateur, ce n'est pas la première démarche à faire parce qu'on l'a fait pour aucun autre sujet, de fermer les yeux sur le bilan carbone d'une activité technologique. Alors pourquoi on ne devrait pas le faire sur Internet? Est-ce que ça n'obligerait pas aussi à revoir toute la structure? Alors peut-être. Alors, ce qui se passe, c'est que on peut responsabiliser l'utilisateur, en effet, mais la première action à pratiquer, déjà, c'est de réduire le taux de renouvellement du matériel, parce qu'on sait que ça, pour le coup, c'est plutôt polluant. Donc, on peut aussi imaginer d'éteindre les box lorsqu'on ne s'en sert pas. Il y a des mouvements en ce sens chez les Oui, mais dans les pratiques, quand on sait qu'aujourd'hui, par exemple, on a l'habitude de faire ce qu'on appelle de binge-watcher, c'est-à-dire de regarder pendant des heures des vidéos, que ce soit sur YouTube, sur les plateformes de streaming, est-ce que si les utilisateurs avaient conscience de ce qu'ils impliquaient, l'empreinte carbone qu'ils impliquaient dans ce type de consommation, on ne pourrait pas changer les usages et donc éventuellement réduire cette empreinte carbone? Je pense que c'est pas le moyen le plus efficace. Ce qu'on peut faire pour réduire l'empreinte carbone, c'est regarder sur un petit écran plutôt que sur un grand. C'est-à-dire qu'une télévision, ça va consommer typiquement 200 watts, 100 watts, et un téléphone mobile, ça va consommer 2 watts, donc 50, 100 fois moins. Donc on peut regarder sur des plus petits écrans, avec éventuellement des plus bas débits, mais c'est pas, à mon sens, l'action la plus utile. On peut décider d'éteindre sa box lorsqu'on ne s'en sert pas. Et ce qui se passe aussi, c'est que il faut aussi responsabiliser les plateformes, les industriels, au sens où il y a quand même, dans le domaine de l'informatique, il y a eu des grands progrès d'efficience depuis 30-35 ans, enfin dans toute l'histoire de l'informatique. Aujourd'hui, à ressources équivalentes, on transfère 1 million de fois plus de données qu'à l'époque du Minitel, par exemple. On stocke 1 million de fois plus de choses. Tout ça sans augmentation sensible des ressources, voire une diminution. Et par ailleurs, pour compléter ce que disait Sylvain Duranton, en matière d'intelligence artificielle, par exemple, lorsqu'il y existe des domaines d'application nouveaux, comme l'intelligence artificielle, l'apprentissage profond, on développe des circuits électroniques spécialisés qui simplifie la tâche et qui à la fois permettent de rendre le calcul plus rapide que sur un processeur non spécialisé. Donc on y gagne finalement. Et de consommer moins de courant. Donc en fait, c'est ce qu'ont lancé les industriels de l'intelligence artificielle, comme Google ou Microsoft. Ils ont commencé à fabriquer des circuits spécialisés pour accélérer le processus et consommer beaucoup moins d'énergie. Mais alors l'intelligence artificielle, elle a aussi un rôle dans ce type de consommation, et vous allez me répondre sur ce point, Sylvain Duranton, c'est-à-dire qu'il ne faut pas nier aussi que ça fait partie d'une structure, d'un modèle économique, d'inciter à une haute consommation d'un flux vidéo avec des outils comme par exemple la sélection aléatoire des programmes en fonction de l'appétence de l'utilisateur, avec la lecture automatique d'un programme, les épisodes qui s'enchaînent, je pense à la fois aux plateformes web comme YouTube et aux plateformes de streaming. Donc il y a une responsabilité dans le modèle économique de ces structures-là qui joue sur l'empreinte carbone.
Oui, tout à fait. D'abord, je voudrais revenir sur est-ce que c'est vis-à-vis des usagers qu'il faut réglementer ou des fournisseurs? Si on prend l'exemple des sacs en plastique, par exemple, il y avait eu beaucoup de sensibilisation du grand public en France sur le fait que les sacs en plastique polluent, qu'il ne fallait pas les laisser traîner sur les plages, etc. Ce qui a créé le progrès, c'est la réglementation qui a interdit leur utilisation et le fait qu'on soit passé à d'autres types de sacs là, qui sont réutilisables comme on a aujourd'hui. Et donc, évidemment, éduquer, c'est important, sensibiliser, c'est important, mais à un moment, il y a d'autres types de réglementations, à mon avis, qui doivent prendre le relais. Alors, l'IA, aujourd'hui, oui, on peut dire qu'elle incite à la consommation numérique, puisqu'elle permet une consommation beaucoup plus personnalisée, et elle est elle-même consommatrice d'énergie. Mais d'un autre côté, et ça, il y a toute une littérature scientifique là-dessus, l'utilisation de l'IA aujourd'hui doit permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 10 à 15% sans compromettre les standards de vie, les niveaux de vie, la production, la qualité de service, etc., simplement en faisant naître de l'efficacité. Donc oui, il y a un côté où l'IA contribue au progrès économique et améliore les offres, et en particulier les offres numériques, et donc fait croître l'économie. Mais d'un autre côté, l'IA, c'est un vecteur extrêmement puissant de réduction des émissions. Et Oui, elle est très utile parce que autant une entreprise sur le sujet, qui je veut coupe, du réduire... modèle Oui, économique des entreprises dont on parle, hein, parce qu'on est quand même toujours sur ce sujet des flux vidéo sur Internet et plateformes et des fournisseurs Internet. Ce modèle économique-là, en réalité, est-ce qu'il ne faudrait pas remettre en cause sa structure sur l'incitation à consommer des vidéos? Est-ce que ce ne serait pas là la solution finale pour gérer cette pollution numérique? je pense que la solution finale, elle peut aussi venir de réglementations plus générales, hein, comme la réglementation sur les émissions des entreprises et les taxes carbone, qui mettent une pression sur les entreprises, hein, et les entreprises affichent toutes des objectifs de réduction de leur empreinte carbone, qui poussent à l'innovation. Et moi, ce que je pense, c'est qu'il va se dégager une concurrence entre fournisseurs d'accès, une recherche d'électricité, d'usage d'une électricité qui serait décarbonée, de privilégier certaines formes de production d'électricité, de privilégier la localisation des serveurs dans des pays où l'électricité est fortement décarbonée. On a aujourd'hui des fournisseurs d'électricité qui vendent plus cher, certes, mais de l'électricité qui est garantie décarbonée. Et moi, je pense que la contrainte générale sur la réduction des émissions carbone va amener à réduire l'empreinte carbone des différentes vidéos par l'innovation technologique. Je ne suis pas sûr que de dire aux gens de ne pas regarder de vidéos, ce soit la solution, l'axe majeur pour réduire les consommations. Non, Et vous parliez pas du ce qu'on voyage dit. tout à l'heure. Oui. Mais vous parliez du voyage tout à l'heure. Le voyage, depuis longtemps aujourd'hui, sur tous les billets d'avion, vous avez les quantités de carbone qui sont émises par un voyage en avion. Je ne suis pas sûr que c'est un impact important sur la consommation, enfin sur l'industrie aérienne. En revanche, la réglementation qui limite et qui force les entreprises à limiter leurs émissions, c'est des réglementations qui forcent à l'innovation. Alors peut-être que certaines industries peuvent se réduire parce qu'il n'y a pas de moyen de réduire les émissions associées. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que la priorité, elle se situe dans d'autres secteurs que le secteur du numérique, parce qu'au total, le secteur numérique représente très peu des émissions. Regardez, 1 heure Netflix, c'est l'équivalent de quelques minutes de transport en voiture. On est sur des choses qui sont quand même pas les plus gros enjeux en matière d'émissions. Le mot de la fin, Pierre Bessac. Oui, je pense qu'on a un avantage en France, c'est d'avoir une électricité peu carbonée grâce au nucléaire. Donc c'est peut-être une occasion aussi industriellement pour faire valoir nos atouts et tenter de relocaliser un maximum de choses en matière de consommation électrique. Merci beaucoup Pierre Bessac, spécialisé dans les logiciels et protocoles Internet, d'être venu sur le plateau de Smartech. Merci à vous Sylvain Duranton, directeur monde du groupe de conseil en stratégie BCG Gamma. Tout de suite, c'est l'heure de votre rendez-vous biomimétisme.